Cécile Magherini, directrice Nouvelles Énergies chez CNR, Compagnie nationale du Rhône, mais je crois que maintenant il faut dire CNR tout court, l'acronyme. Et Julien Vie, qui est directeur d'une SEM locale, Rovalère pour Romans Valence Énergie Renouvelable, la SEM de Valence Romans Aglo. Donc, sous le regard de la Direction générale de l'énergie et du climat, on va commencer par ouvrir cette table ronde. On démarre avec deux, notamment avec la CNR, Cécile Magherini, un acteur assez particulier, avec dans son actionnariat déjà beaucoup de collectivités locales, et puis surtout un acteur qui développe avec 100% de production énergie renouvelable. Donc Cécile Magherini, contexte et objectifs particuliers des projets que vous êtes en train de mener, et plus particulièrement de celui de Planaise, il s'appelle Planaise, je crois. Aujourd'hui, c'est pas Planaise. C'est pas Planaise, désolé, c'est Saint-Paul-les-Romains sur Planaise, mais c'est un peu le même genre. Hein. Voilà. Donc, contexte global de ce développement avec les collectivités et rôle du développeur CNR dans cette aventure. Donc effectivement, CNR, Compagnie nationale du Rhône, donc on est une société particulière avec un actionnariat multiple. Au sein de la CNR, vous avez Engie qui est présent à 49,97% et puis une majorité publique avec 183 collectivités riveraines du Rhône et Caisse des dépôts et consignations également. Ce PAC public représentant donc les 50,03% de l'actionnariat de la CNR. Donc finalement, c'est l'histoire de la CNR que le développement territorial. L'aménagement du Rhône, il est issu de la volonté d'élus locaux pour aménager le Rhône, partant du principe que la ressource du Rhône permettait de financer la navigation, l'irrigation, donc améliorer l'agriculture le long du Rhône. Avec l'ouverture des marchés de l'électricité au début des années 2000, CNR a choisi de se diversifier dans les nouvelles énergies. Au début pour valoriser le foncier le long de la concession, et depuis ça a pris une ampleur tout autre et ça devient fondamental dans la stratégie de la CNR dans un contexte où l'hydraulicité sur le Rhône baisse, où on anticipe de façon récurrente une baisse de 20% de notre production historique. Et l'éolien, le solaire, la petite hydraulique sont vraiment un relais de croissance très important pour nous. Donc aujourd'hui, si on regarde la puissance installée de CNR, on a 3000 MW sur le Rhône et déjà 800 MW en dehors du Rhône. Et en termes de production, il y a plus de 14 TWh sur le Rhône et 1,2 TWh hors Rhône. Donc c'est aujourd'hui pour nous très important. Et notre stratégie, l'objectif de la CNR, c'est d'imaginer et de produire une énergie verte complémentaire au Rhône en accompagnant les territoires dans le temps. Imaginez, il y a la notion d'innovation aussi bien technique que partenariale, et c'est de ça dont on veut parler aujourd'hui avec Julien Vie. Une énergie verte, donc nous, on est sur l'eau, le soleil et le vent, et sur des projets vertueux localement. Complémentaire au Rhône, donc c'est la stratégie de gestion de l'énergie que j'expliquais précédemment, qui pour nous est importante et je dirais dans l'avenir et dans notre rôle d'acteur de la transition énergétique, et en restant sur la durée, en exploitant nos parcs et en dupliquant en dehors du Rhône le modèle Rhône, c'est-à-dire la logique de redistribution et de partage avec les territoires. Donc ça, c'est l'histoire. Comment finalement on s'imprègne de cette histoire et aujourd'hui on la transpose, on l'intègre dans notre stratégie de développement. Et il y a un peu plus de 2 ans maintenant, donc on a été sollicité pour accompagner la volonté de l'agglo de Valence Romans
sur le développement des énergies renouvelables. Le projet, c'était la création d'une société d'économie mixte, donc où l'agglo était présente à 51% et où le reste de l'actionnariat, c'est, si je fais simple, 24% CNR, 24% la Caisse des dépôts et consignations et 1% énergie partagée. Donc on retrouve finalement un peu la philosophie de notre actionnariat, mais vraiment adaptée au cas de la SEM, qui s'est créée pour développer des projets d'énergie renouvelable sur le territoire, pour l'accélérer, pour se l'approprier, pour bénéficier des retombées. Et au bout de 2 ans, Julien le dira mieux que moi, je trouve que ça commence vraiment à porter ses fruits. Je trouve que c'est assez redoutable et assez efficace puisque vraiment la connaissance du territoire, elle est très fine. La confiance aussi que la SEM peut inspirer aux acteurs locaux est très importante. Nous, CNR, au sein de cette SEM, donc on est actionnaire. Et également, sur certains projets, on est le développeur. On apporte notre expertise technique. Et donc, comme vous le disiez en introduction là, de mon intervention, on est en particulier développeur d'un projet pour le compte de la SEM. Donc, on avait prévu des slides pour les illustrer. Elles sont là. Pour illustrer. Voilà, on y va tout de suite ou on donne on peut les voir. à Julien Vie oui, on donne la parole à Julien. Oui, on lui donne la parole d'abord et ensuite on présentera vos slides pour mettre un visage sur un nom. Julien Vie, directeur de cette SEM Rovalère Roman Valence Énergie Renouvelable, pardon. Comment ça a démarré? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? C'est le projet qui est arrivé en premier? C'est la SEM qui est arrivée, qui était une coquille vide, elle attendait que des projets? Comment est-ce qu'une collectivité prévoit les choses, s'organise et accueille un projet et un développeur? Donc oui, bonjour à tous. Alors, le territoire de Valence-Roman Agglo a connu plusieurs fusions et remaniements territoriaux comme tous les territoires en France. Donc on est arrivé à une communauté d'agglomération qui s'appelle Valence-Roman Agglo depuis le 1er janvier 2017. Par contre, l'engagement dans la transition énergétique et la saisie d'opportunités, en tout cas d'investissement dans les projets, elle remonte à bien plus longtemps puisqu'elle a démarré au début des années 2000. Et ça me permettra de faire un clin d'œil à Jérôme Loriot, qui est, je crois, dans la table ronde suivante, puisqu'on est co-investisseur sur une autre structure dans des parcs éoliens. Ça a démarré au début des années 2000, comme je le disais, avec la parution des tarifs d'achat éoliens et les premières prospections sur le territoire, avec des petites communes et donc des maires qui se retrouvaient un peu face aux opérateurs et qui ne savaient pas trop comment y répondre. Et en tout cas, voilà, la multiplication des démarches les a amenés à déléguer la compétence à l'intercommunalité. À l'époque, c'était une communauté de communes, aujourd'hui une communauté d'agglo. Et donc, un groupe de travail politique des élus a réfléchi pendant quelques années sur le développement de l'éolien, avant tout. Donc là, on est en 2003-2004. Ça a conduit les élus à lancer un appel à manifestation d'intérêt en 2005 et à tout de suite afficher la volonté d'investir dans les projets éoliens pour les maîtriser, pour bénéficier, enfin comme Cécile l'a dit, bénéficier des retombées économiques, mais aussi voilà, les maîtriser et les maîtriser jusque dans les décisions très opérationnelles du nombre d'éoliennes, de la position et des mesures environnementales qui vont avec, parce que c'est vraiment au cœur du sujet de ces parcs-là qui sont en service aujourd'hui, la maîtrise des enjeux environnementaux et en faire des projets exemplaires. Et c'était la raison d'être de la présence du territoire dedans. Du coup, cette volonté-là, elle s'est traduite par la création d'une première société d'économie qui s'appelle la Compagnie éolienne du Pays de Romans, qui existe aujourd'hui, qui existe depuis 2007, mais dont les parcs éoliens qui font l'objet social de la société sont en service, par contre, que depuis 2018. Mais bon, ça surprendra, j'imagine, pas grand monde d'avoir 11 ans ou 12 ans de développement sur les parcs éoliens. Donc ils sont en service depuis 2018. On a saisi une belle opportunité en 2016 puisque c'est cette société d'économie mixte qui a été créée en 2007. On l'a transformée en société par action simplifiée en 2016
pour préparer la construction des parcs éoliens. Donc en 2016, les parcs étaient purgés de recours et on a opéré cette transformation-là en faisant participer aussi un fonds d'investissement régional qui avait été créé un tout petit peu plus tôt par la région Rhône-Alpes, qui est le fonds OSE. Donc aujourd'hui, la société par action simplifiée, Compagnie éolienne Pays de Romans, exploite ces deux parcs-là. Si je remonte un petit peu dans le temps, en 2008, à la suite de la création de la compagnie éolienne, les élus ont souhaité reproduire l'exercice dans le même objectif pour développer le photovoltaïque et la méthanisation. Et donc la société Romans Valence Énergie Renouvelable a été créée donc en 2010. Malheureusement, quelques mois après, il y a le moratoire qui est tombé, donc ça a un petit peu malmené les perspectives des élus. Ça a conduit surtout à développer des premiers projets de méthanisation et non pas de photovoltaïque, qui arrivent aujourd'hui à maturité. Et la nouvelle équipe politique en place en 2014 a souhaité redonner une impulsion à cette dynamique. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on est allé chercher en effet la Compagnie nationale du Rhône et la Caisse des dépôts pour restructurer et renforcer cet outil d'investissement-là sur le territoire, en augmentant son capital pour lui donner une réelle force de frappe sur le territoire. Et aujourd'hui, oui, je crois que ça marche plutôt bien puisque on est en passe de pouvoir construire une dizaine de mégawatts cette année de photovoltaïque et puis une grosse dizaine de mégawatts aussi en développement pour les 2 prochaines années. Avec des projets au sol, et donc ça faisait partie des objectifs politiques, c'était de reconvertir les anciennes friches du territoire, et c'est ce qu'on a fait, c'est les 2 premiers projets, mais je ne veux pas dévoiler le projet de Saint-Paul-les-Romans. Et puis au fur et à mesure, on s'est beaucoup déployé sur les toitures et les parkings, puisque en effet la connaissance du tissu d'acteurs locaux, les premiers sont les communes qui composent la communauté d'agglomération, il y en a 56. C'est autant de bâtiments publics qui aujourd'hui ne sont pas équipés, c'est autant de parkings publics qui ne sont pas équipés, et puis par l'effet boule de neige, les hôpitaux, les entreprises, donc les acteurs économiques du territoire et les acteurs agricoles. Donc c'est vraiment voilà, la connaissance de ce tissu-là qui nous permet d'amener pas mal de projets à développer dans ce cadre-là. Et aujourd'hui, je pense que les 2 outils d'investissement, Revalère et CEPR, sont vraiment des bras armés, les bras armés de la politique de transition énergétique de l'agglomération, qui, elle, est en charge du plan climat et donc d'objectifs territoriaux de production d'énergie qui viennent décliner la PPE à l'échelle locale. Il y a pas mal de collectivités qui vous écoutent dans la salle. Pourquoi est-ce que vous avez finalement transformé la première SEM de 2005 en 2016 en SASTE, et pourquoi est-ce que l'autre, vous l'avez gardé en SEM? Alors, sur l'éolien, on est sur une société de projet qui était une SEM à l'origine, mais clairement une société de projet hein, dans le fonctionnement et qui visait à apporter le financement. La transformation en société par action simplifiée, elle s'est opérée alors d'une part parce que les élus arrivant donc au pouvoir en 2014 n'étaient pas forcément les élus à l'initiation du projet au départ, avaient aussi un plan de mandat à respecter et en tout cas annoncer et à réaliser avec des investissements. Et donc il fallait faire rentrer ces parcs éoliens dans un programme pluriannuel d'investissement qui correspondait au plan de mandat, ce qui n'était pas forcément prévu avant par les élus. Donc on est arrivé à un très bon compromis qui permettait de respecter nos engagements financiers pour préparer la construction et la financer. Donc c'est pour ça qu'on est allé élargir le tour de table avec le fonds d'investissement régional OSE et que Engie Green est devenu majoritaire. On regarde en images ce que vous nous avez apporté. On commence par vos diapos. Je crois qu'il y a 2 fichiers.
Donc c'est moi. Voilà, donc là, on est en préparant, on s'était dit on va faire un exemple concret, c'est beaucoup plus parlant. Donc Julien voilà, expliquait que la volonté politique, c'était de reconvertir des friches. On est typiquement là-dedans, tu t'interviens, tu me coupes. Donc on est sur des anciennes carrières, il y a 2 îlots, et une des 2 avait été comblée et servait de décharge. Donc là, vous voyez, donc c'est ce qu'on voit, sur la gauche, les 2 îlots, l'ancienne décharge en rouge et puis l'ancienne carrière en bleu. Finalement, la configuration du site dans le design maintenant, elle est respectée puisque chacune des 2 zones présente des contraintes différentes. Il y en a une qu'on va faire avec des pieux et l'autre sur laquelle on peut pas mettre des pieux parce que comme il y a la décharge, on est sur des plots. Donc c'est pour ça qu'on retrouve les 2 îlots du projet, les flèches vertes et puis les carrés jaunes et violets. C'est toutes les mesures environnementales. Donc vous avez un corridor écologique, c'est les flèches vertes, et puis vous avez des zones boisées, des zones arbustives qui ont été conservées. Il y a autour de chaque îlot, il y a des grillages. Les grillages descendent pas en profondeur pour que la petite faune soit pas empêchée de passer. Donc on a essayé de faire le projet qui soit vraiment le meilleur compromis local. C'est un projet qui est pas simple. C'était un projet qui n'était pas simple techniquement du fait de la présence de la zone de décharge. Peut-être on peut passer au slide suivant. Et finalement, donc je l'ai dit, maintenant on est prestataire de la SEM en tant que développeur, mais on s'est quand même partagé les rôles et c'est ce qu'on explique sur le slide suivant. Donc nous, CNR, on s'est vraiment occupé de l'instruction du dossier, donc la biodiversité en lien étroit, notamment avec la LPO, l'étude d'impact, les contraintes liées à la présence de la zone de décharge avec CETIS. Voilà, le travail sur les déchets qui était présent. Tout ça s'est fait en très étroite collaboration avec l'Adréal. Et au final, je pense que le projet il sécurise davantage cette zone. Elle est clôturée, elle va être surveillée. Donc à la fois, finalement, je trouve qu'il y a une double utilité. À la fois, il y a de la production d'énergie et puis ça permet quelque part un peu de sanctuariser cette zone, de la surveiller. Et ça a été vraiment regardé à la loupe dans le projet. Ça a fait un développement plus long qu'un projet classique. Et du coup, on est un peu limite pour le présenter à la P6 de Creux 4. Mais bon, alors c'est ce qu'on essaye de faire. Donc nous, on s'est occupé du permis de construire. Donc vraiment en rouge, c'est vraiment en vert, c'est tous les bureaux d'études qui nous ont aidés. CNR a développé le projet. En rouge, c'est ce qu'on fait nous-mêmes. Le permis, la préparation de la candidature à l'appel d'offres. Et puis le dernier bloc rouge, on peut dire que c'est beaucoup l'agglo pour nous aider à mettre en compatibilité le PLU. Voilà, donc qui a été quand même un bon travail. Julien Vie, c'est souvent pointé du doigt, mise en compatibilité des documents d'urbanisme, ça prend souvent du temps. Vous avez anticipé les choses, vous saviez déjà ce qu'il fallait faire, ça a permis d'aller vite. Combien de temps pour développer ce projet? Quel a été votre rôle et combien de temps pour mettre à jour les documents d'urbanisme? Ouais, en fait, là, on est dans un cas un petit peu spécifique parce que le PLU était compatible avec une modification datant d'il y a quelques années, mais qui portait sur plusieurs modifications dans le PLU de la commune. Et notamment et dont une modification sur un foncier qui n'a rien à voir avec ce site-là, qui a créé un contentieux avec le bailleur qui avait acheté les terrains, qui a attaqué la commune. Donc du coup, la modification est tombée. Donc on s'est retrouvé en plein au milieu du gué avec un permis de construire en instruction par les services de l'État et un PLU qui n'est devenu plus compatible. Donc vu qu'on aime bien les choses un petit peu qui changent, on a fait une déclaration de projet. Enfin, c'est une procédure qui est très très peu utilisée en urbanisme, qui est assez récente.
et qui justifie de l'intérêt général du projet, enfin qui permet au préfet de modifier le PLU, de mettre en compatibilité le PLU au titre de l'intérêt général du projet. Donc le projet étant d'énergie renouvelable avec une participation de la collectivité indirecte, justifié de l'intérêt général. Donc voilà un peu la pire, quoi, les derniers mois de travaux pour tenter de répondre à la période de juin. Je voudrais juste souligner moi le logo de la LPO parce que c'est pas souvent un logo qu'on retrouve sur des projets d'énergie renouvelable. Et ça revient en fait à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la présence de l'agglomération, c'est aussi de faire en sorte que ces projets soient exemplaires, ils aillent plus loin que la réglementation sur les mesures environnementales. Et la LPO, on la retrouve aussi sur nos parcs éoliens. Ça a été un des sujets de discussion avec NJ Green, de les faire rentrer dans l'opération, mais on a tenu bon, et aujourd'hui je crois que tout le monde s'en félicite, et les équipes d'NJ Green, que ce soit en construction ou en exploitation, ils en sont très contents, et c'était pas simplement un prestataire, c'était vraiment un vrai partenariat, on leur a confié l'ensemble du programme de mesures environnementales, et avec des ajustements de certaines mesures en lien avec les services de l'État qui justement sont au goût du jour et qui sont assez innovantes. Et la CRIRAD? Oui, Cécile Magherini, la CRIRAD, l'un des deux. Alors, la CRIRAD, en fait, la CRIRAD, c'est que ce site-là, et ça rejoint ce que disait Cécile, ça permet de le sanctuariser parce que c'est une ancienne déchet, donc ça a été comblé sur une partie par des déchets, dont une partie qui vient d'un site Areva qui est non loin du projet. Alors, c'est pas des fûts d'uranium, hein, c'est des fûts de fluorine qui ont permis de purifier l'uranium. Donc ça a été suivi par la CRIRAD parce que ce site-là, il a été répertorié par l'ANDRA, mais du coup qui a permis de montrer qu'il n'y avait aucun impact de la centrale photovoltaïque. La CRIRAD étant à Valence, ça tombait bien. Donc c'est quand même aussi un partenaire de choix, et on s'est entouré d'eux dès le début pour valider le fait que la centrale photovoltaïque risquait pas d'amener plus de désagréments qu'autre chose. Et ça revient à sanctuariser le site parce qu'en fait l'ancien exploitant de la décharge étant défaillant, c'est une petite société locale qui n'existe plus aujourd'hui, l'Adréal se retrouve sur un site qui est orphelin de servitude d'utilité publique et de suivi environnemental, et donc le fait d'instituer une centrale photovoltaïque dessus permet de mettre en place ces servitudes d'utilité publique et le programme de mesures environnementales, y compris des eaux souterraines. Bel exemple. Une dernière question. Moi, je voulais quand même dire, je trouve que on ne peut pas faire mieux en termes de projet de territoire quand même, vu les enjeux qu'on a expliqués. Et c'est pour ça aussi que je voulais dire que ce projet-là, il a besoin du bonus investissement participatif. Il a besoin des 3 points parce que c'est pas un coût de développement classique, et au final, c'est pas un coût d'investissement classique. Donc, il est beau, tout ce qu'on a présenté, c'est bien, mais il n'est pas encore construit et il n'a pas encore gagné. Et finalement, on a eu tout un sujet sur financement participatif, investissement participatif. Là, on est sur un projet de territoire. On a travaillé ensemble et on a besoin de nos 3 points. Donc, ça appelle une réponse. Vous donnez un micro pour que je réponde? mais peut-être que ça. Alors, la réponse juridique est que la CRE délivre une note en toute impartialité et que le ministère n'intervient pas dans le processus. C'est plutôt de dire on en a besoin à l'avenir. C'est pas moi qui vais le noter. Je tiens à rappeler. Je rappellerai juste que les projets sur sites dégradés ont un bonus de 9 points. Il y a eu un débat. Bon, le critère prix doit rester principal, mais il y a les points environnementaux, le bonus dégradé, et qu'il y a effectivement, par ailleurs, il y a les points. Et puis il y a la bonification dont les critères sont extrêmement clairs sur soit 1 euro du mégawattheure, soit 3 euros du mégawattheure, qui permet effectivement, quand il y a les financements participatifs, de construire des projets un peu plus chers puisqu'ils sont rémunérés un peu plus.
Eh bien, après, je dirais que seuls tous ceux qui ont gagné ont tenté leur chance et que je vous souhaite le meilleur pour la réponse à l'appel d'offres. Voilà. Non, juste Mais que c'était... on essaye de coller justement un peu. Et c'est vrai, pour venir qu'effectivement, on sait que sur site dégradé, parfois c'est plus cher que, d'ailleurs, enfin, vous l'avez montré vous-même, il y a 2 sites, il y en a un qui était plus, où vous pouvez mettre sur pied et l'autre pas. D'où l'idée de compenser un peu tout en gardant la compétitivité prix en ligne de mire. Il faut trouver le bon équilibre. Mais en tout cas, c'est très intéressant. C'est typiquement le genre de projet, il y en a de plus en plus. Et je pense qu'on a encore, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais un certain nombre de potentiels d'anciennes carrières. Il y a quelqu'un qui regarde, il y a quelqu'un qui essaye de savoir combien d'hectares on pourrait avoir comme ça de sites dégradés. On a dû faire quelques recensements ou quelques idées en lien avec les professionnels, mais je n'ai pas les chiffres en tête. Mais je dirais juste qu'il y a l'intérêt aussi de la sanctuarisation, identification du site. Et comme ça, il ne reste pas oublié. Une dernière question. Les collectivités locales qui sont là s'intéressent beaucoup sur les retombées économiques locales pour le territoire. Là, 2-3 chiffres sur les retombées concrètes, là, financières. Concrètes. Importantes. Elles sont importantes. Non, elles sont très importantes parce que pour nous, collectivité, en tout cas pour la collectivité de Valence-Roman-Aglo et ses communes, l'implication opérationnelle et financière dans les projets, elle permet de multiplier les retombées économiques. Alors classiquement, bien entendu, la fiscalité, ça représente aujourd'hui, à l'heure actuelle, à peu près 500 000 € venant photovoltaïque et éolien. Mais sans compter donc les nombreux projets photovoltaïques qui vont être construits dans les 2 prochaines années. C'est des loyers pour les communes, puisque si je prends l'exemple de nos parcs éoliens, on a essayé, en tout cas on y est pas mal arrivé quand même, hein, sur les 20 éoliennes qu'on a en service, il y en a 17 qui sont sur des parcelles communales, et ça a été un vrai choix stratégique dès le départ, donc d'amener des loyers aux communes. Bien entendu le foncier quand on parle d'éolien. Et puis pour l'agglomération, c'est les retombées économiques de la même manière que l'opérateur en tant qu'associé, donc des bénéfices de la vente d'électricité. Aujourd'hui, on peut dire que c'est à peu près en tout, hein, pour l'agglomération, c'est environ 1 500 000 €. Quand on connaît les finances des collectivités et les engagements dont on fait partie de baisser justement les dépenses de la collectivité, c'est loin d'être négligeable pour les élus et pour l'administration. Et puis de manière plus indirecte, c'est les retombées pour les entreprises du territoire. Donc, dès que possible, les entreprises locales, dans le respect des marchés, hein, bien entendu, mais les entreprises locales qui peuvent intervenir sur les travaux, je sais pas, par exemple de génie civil, ça représente sur les 3 dernières années environ 15 millions d'euros de travaux générés sur la partie exclusivement entreprises locales. Et puis encore plus indirectement les emplois que ça génère dans ces entreprises. Nous, l'agglomération, c'est environ une douzaine de personnes qui travaillent sur la transition énergétique. Alors pas sur les énergies renouvelables, hein, mais sur la transition énergétique, rénovation énergétique notamment, avec pas mal de personnes qui travaillent dessus. Gestion du patrimoine, et puis sur les énergies renouvelables, avec la SEM Revalère, on est 5 à y travailler dessus. Avec cet objectif-là, si ça veut passer, voilà, de réduction des consommations et de production d'énergie renouvelable. C'est votre PPE à vous, ça? C'est la PPE, ouais, c'est le scénario négawatt, on va dire, adapté au territoire de Valence-Roman-Aglo, mais qui suit la stratégie nationale bas carbone, puisque aujourd'hui l'agglomération elle est en charge du plan climat, et que la réglementation sur les plans climat, elle s'est quand même bien précisée et resserrée, avec des objectifs qui doivent être précis, qui doivent être chiffrés, avec un plan d'action qui permet de les mettre en œuvre. Donc les objectifs en matière, on prend que les objectifs en matière de production d'énergie renouvelable, ils sont assez considérables. On les fixe à l'horizon 2026 et avec une trajectoire, et c'est celle qu'on voit à l'horizon 2050. Ça permet d'avoir quand même de la lisibilité et un discours politique derrière ça. Et si on parle du photovoltaïque, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est un objectif quand même assez fort, puisque on a 28 gigawattheures produits sur le territoire en 2018, et en 2025, on table sur 250. Donc ça fait fois 10 quasiment. Et sur plus de 1000 gigawattheures en 2050.
Donc c'est beaucoup, avec un gisement qui est quand même en grande partie sur les toitures. On l'estime en tout cas en grande partie sur les toitures. Hein. C'est justement le cadastre solaire de l'agglomération qui permet de faire ces hypothèses-là. Et si on prend les autres filières d'énergie renouvelable, on sait qu'on a déjà quand même, notamment sur l'éolien, rempli une grande partie de l'objectif avec ce qui a été réalisé ces dernières années. Alors, j'ose pas trop mettre la dernière diapo parce qu'on est sur un colloque photovoltaïque et vous avez oublié de mettre une photo de photovoltaïque. Il y a surtout de l'éolien là. Bon, je la mets quand même. Oui, parce que l'engagement était avant tout sur l'éolien. Et il y a beaucoup de projets et deux réalisations avec les 2 parcs éoliens aujourd'hui et des photos de parcs photovoltaïques, notamment sur les anciennes décharges en fin d'année. Merci pour cette ouverture de table ronde, ce témoignage. On va maintenant appeler les autres participants qui vont pouvoir réagir à ce que vous avez dit, donner leur point de vue. Donc, Mélodie Bio de l'Épine, Madame Photovoltaïque de chez Espul, coordinatrice du pôle photovoltaïque. C'est grâce à elle que vous avez reçu, entre autres grâce à elle et à son équipe, que vous avez reçu un message vous indiquant de la mise en ligne de la toute nouvelle version du site photovoltaïqueinfo.org. Sébastien Richard, je vais l'appeler tout de suite, administrateur et trésorier au sein du syndicat Jeunes Agriculteurs, qui regroupe 50 000 agriculteurs de moins de 35 ans. Et puis Jérôme Biret qui va être à cette table ronde, non pas en tant que président de Fanga Énergie, mais président de la commission on dit voilà, région ultramarine, où il y a du rhum, justement. Tous... Elle était facile, elle était très facile. Mélodie, on connaît bien ce site. C'est l'un des outils à disposition de ceux qui sont dans la salle, qui ont envie de faire du photovoltaïque, qui ont envie de faire des projets photovoltaïques, qui se retrouvent au milieu de tous les professionnels qui sont là et qui ne savent absolument pas par où commencer. Alors comment on fait? À qui on s'adresse? Est-ce qu'il y a un guichet unique? Est-ce que ce guichet unique, c'est Espul? Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment on fait quand on veut se renseigner et démarrer efficacement un projet photovoltaïque? Alors, le guichet unique, c'est pas Espul. Hein. Si vous appelez tous, on ne répondra pas. Non. Il y a pas mal de ressources disponibles aujourd'hui pour ceux qui s'intéressent à la question, qui se posent comment est-ce qu'on démarre là-dedans. Il y a bien sûr le site web photovoltaïque.info qui cherche à outiller les personnes, à leur équiper avec les connaissances nécessaires pour démarrer les projets, mais aussi les exploiter. Il y a aussi, pour ceux qui travaillent auprès des particuliers, il y a tout le réseau FAIR, donc c'est les espaces info-énergie qui peuvent renseigner, orienter tous les particuliers. Et puis pour les collectivités locales, mais aussi les entreprises, il y a tout un réseau d'acteurs qui commencent à se former sérieusement pour pouvoir les accompagner. C'est les chambres consulaires, les chargés de mission des territoires, chargés de mission de développement durable, chargés de mission TEPOS ou PCAET, qui commencent à être équipés et formés pour faire émerger une demande photovoltaïque ou accompagner les élus et les politiques de développement du photovoltaïque. Donc il y a tout un tas d'outils aujourd'hui qui existent, sur lesquels les entreprises, les collectivités peuvent s'appuyer pour faire développer du PV dans les territoires et auprès des citoyens. L'assurance d'une information neutre, indépendante, gratuite au passage? Gratuit pour le client final, pas gratuit parce qu'il y a tout un tas de travail, de formation derrière, donc vous le payez à travers différentes contributions. L'ADEME cofinance le centre source, par exemple, les collectivités locales qui cofinancent le réseau FAIR, mais indépendant, neutre. Enfin, on ne peut pas dire neutre parce qu'on est là quand même pour faire la promotion des énergies renouvelables, mais tout à fait indépendant et pas lié à des fournisseurs. Pas neutre, mais raisonnable. Voilà. Photovoltaïqueinfo.org, j'ai vu là au moment du lancement dans le mail qu'on a tous reçu ou presque. www.photovoltaïque.info, pardon. 100 000 visites par mois, 4,5 millions de visites en 10 ans, mais
C'est là. Le plus gros succès, c'était à la pic du moratoire, malheureusement. Tout le monde était perdu. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu plus modeste. C'est quand même 35-40 000 visites par mois. Pas que des particuliers, voire même majoritairement des professionnels qui viennent se renseigner sur les évolutions liées au contexte réglementaire, les spécificités du raccordement au réseau, les petits détails qui peuvent tuer un projet en gestation, tous ces genres d'informations. À quel moment il faut rentrer dans ce circuit, aller utiliser les outils, rencontrer ces points d'information? Le plus tôt possible, mais encore. Le plus tôt possible. On aime bien dire qu'il faut s'investir dans le photovoltaïque vite, mais de manière construite. Par exemple, pour une collectivité locale, il n'est pas tout de se dire qu'on va faire plein de photovoltaïque, il faut réfléchir sur où. Comment est-ce qu'on mobilise au mieux nos ressources pour atteindre nos objectifs de production photovoltaïque? Il serait dommage de susciter une demande, par exemple, dans une zone qui a beaucoup d'agriculteurs, si on se rend compte derrière qu'au final, les coûts de raccordement au réseau de toutes ces zones sont prohibitifs et on ne peut pas faire. On aurait passé du temps à mobiliser des personnes qui seront laissées avec une demande insatisfaite. Donc il y a vraiment cette idée il faut s'appuyer sur les réseaux d'acteurs, de travailler avec l'ensemble pour avoir une connaissance de ces territoires. Julien il a parlé du cadastre solaire, mais il y a aussi la notion du cadastre réseau qui permet de se dire, je pense que Julien il peut en parler mieux que moi, on a une capacité, un gisement sur toiture en France qui est absolument phénoménal. Mais quand on pose le filtre en disant on va mobiliser toutes les zones où on peut faire un raccordement au réseau à coût raisonnable, on peut perdre 80% du gisement. Et ça, dans un territoire, c'est important de savoir avant d'activer tous nos relais, avant d'activer toutes les campagnes de sensibilisation et d'information. L'objectif de 36 à 44,5, j'ai été repris tout à l'heure, moi je disais 42 qui était une valeur moyenne entre les deux. 44,5. Laurent Michel espère qu'il y ait ces 44,5. C'est atteignable? Il y a des freins, des barrières, des adhérences? C'est atteignable. Techniquement, il n'y a pas d'obstacle. Économiquement, il y a des obstacles. Quand le développement ou le porteur d'un projet photovoltaïque doit payer une mise à niveau de réseau électrique et faire porter au tarif d'achat ou au complément de rémunération ce mise à plat du réseau de distribution qui n'est pas encore un réseau de collecte, on se pose des questions. Est-ce qu'on va vraiment économiquement pouvoir y arriver? On se pose aussi la question de l'intérêt de chercher à atteindre ces cibles en pariant sur que les très grosses centrales. Ça veut dire qu'on se prive de la mobilisation de foncier qui est disponible qu'en diffus, de la mobilisation du financement en diffus aussi. Et on voit bien que dans d'autres pays qui ont une petite longueur d'avance sur la France, soit historique, soit très récente, ce n'est pas les grands parcs au sol qui font 80% du volume global. En Australie, l'année dernière, ils sont passés au top de tout le monde, presque 4 gigawatts, 2 gigawatts grands parcs au sol, presque 2 gigawatts en diffus. Donc c'est porté sur les toitures de puissance entre 15 et 150 kW crête. En Allemagne, depuis très longtemps, on le sait, ce n'est pas les grands parcs au sol qui ont été moteurs de la filière. Donc il y a une réflexion aussi à avoir sur comment est-ce qu'on mobilise l'ensemble des ressources disponibles pour arriver à nos objectifs qui sont certes un peu ambitieuses, mais tout à fait atteignables. Et pour ce diffus, des coûts maîtrisés de raccordement au réseau? Absolument. On se rend compte aujourd'hui que c'est un des principaux freins au déploiement des installations de taille moyenne. On parle à partir de 30 kW crête jusqu'à 250-400 kW crête. Le coût de raccordement au réseau peut être, c'est dommage de le dire, mais il peut être plus cher que l'investissement en module. Valeur moyenne aujourd'hui d'une 3 kW crête sur le toiture particulier? 3 kW crête chez un particulier, 8 000 €. 8 000 €. Valeur moyenne du raccordement? Vente totale, 2 000 €. Et on atteint souvent? En 3 kW crête, on ne voit pas beaucoup plus, mais en 18 kW crête, on a des devis à 40 000 € de raccordement au réseau. J'ai un micro HF, s'il y a quelqu'un d'Enedis dans la salle, pas de problème. Je crois malheureusement qu'il fait partie de la liste des absents, cet acteur incontournable.
à ce colloque photovoltaïque. Merci Mélodie. On va continuer avec Sébastien Richard, qui est administrateur et trésorier au sein du syndicat Jeunes Agriculteurs. Donc je disais tout à l'heure, 50 000 agriculteurs de moins de 35 ans, dont lui-même, moins de 35 ans et agriculteur. Voilà. Tout va bien, vous pouvez rester. Alors, votre rôle en 2 mots au sein de cette association, enfin le rôle de ce syndicat des jeunes agriculteurs sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Hein. Je ne doute pas que vous ayez plein d'autres sujets. Bien. Bonjour à tous, donc Sébastien Richard, donc moi-même, comme on l'a dit, agriculteur dans le département du Bas-Rhin. Donc aujourd'hui, je représente le syndicat des jeunes agriculteurs, donc un syndicat qui défend les jeunes qui s'installent dans la profession agricole. Et donc on travaille sur l'accompagnement des jeunes sur leur moment de l'installation. Donc ça veut dire un accompagnement humain et aussi financier pour les aider à pouvoir s'installer. Et donc on travaille aussi sur l'ensemble des problématiques qui touchent au domaine agricole. Donc on aide forcément sur la production agricole en premier, et puis ensuite toutes les problématiques, on va dire, accessoires, et le photovoltaïque en fait partie aussi. Qu'est-ce qui vous pose comme question ces jeunes qui s'installent, notamment sur les énergies renouvelables ? Il y a des grandes questions et il y a des grandes craintes aussi par rapport à ces énergies renouvelables, notamment tout ce qui est photovoltaïque au sol. Donc les centrales solaires implantés sur des surfaces agricoles, on en est fortement opposé à cela. Et par contre, on n'est pas opposé à ce qu'il y ait des centrales photovoltaïques qui se mettent en place sur des terrains dégradés. Je crois que ça, on est tout à fait raccord là-dessus. Et puis ensuite, la problématique qu'on a souvent, c'est des jeunes qui veulent monter des projets de bâtiments photovoltaïques, parce que forcément, la production agricole, elle a besoin de hangars de stockage, d'étables pour abriter les animaux. Et donc, il y a des porteurs de projets qui souhaitent développer des projets et mettre en place des centrales photovoltaïques. Des vrais hangars qui vont servir à quelque chose, pas des hangars à rien, comme il y en a eu beaucoup. Laurent Michel écoute là, parce qu'il en a vu passer. Oui, non, mais ça, c'est vrai qu'on a, c'est un peu quelque chose qu'on a pu voir aussi dans la profession agricole à un moment donné. C'est que quand il y a eu la période un peu faste, il y a une dizaine d'années, où dans les premiers appels à projets, il y a des gens qui ont surdimensionné des bâtiments pour pouvoir faire du photovoltaïque. Et là, je crois qu'il y a vraiment un enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir des projets qui sont en corrélation avec l'activité agricole, qui est une certaine symbiose entre les deux, de pouvoir combiner une activité agricole et une activité qui est productrice d'énergie renouvelable. Et vous, votre hangar, il y a du photovoltaïque dessus ? Malheureusement non, parce que j'habite dans un petit village en zone de montagne, et donc je suis dans un site qui est inscrit et classé. Et donc la problématique, on a été voir la mairie, on a essayé de se renseigner pour pouvoir mettre une centrale photovoltaïque en place. Et puis après renseignement, l'architecte des bâtiments de France a mis un coup près directement sur le projet. Et donc on n'a pas engagé de démarche supplémentaire parce qu'on savait que le projet il pouvait pas passer au niveau des services de l'État. Donc voilà, il y a aussi dans certains cas des problématiques où on a des porteurs de projets qui ont envie de faire quelque chose, de contribuer aussi à une action citoyenne, de participer à l'effort collectif donc contre le réchauffement climatique. Mais malheureusement, ils se retrouvent bridés par des services de l'État qui estiment qu'à un moment donné, dans ce secteur-là, dans ce territoire-là, on ne veut pas de panneaux photovoltaïques. Et la cathédrale ou l'abbaye qui se trouve à combien de mètres ou de kilomètres on a une église qui est à 300 mètres de notre site d'exploitation. Qui est une église... qui date de 1800, des années 1800, qui est quand même assez imposante dans notre village, mais qui pose un... Il n'y avait aucun moyen. Il a cherché à discuter, l'ABF, ou s'il y a un ABF dans la salle, il peut prendre la parole. Hein. Même le maire a vu que la toiture de notre église, elle est faite en ardoise. Il s'est dit il y aurait une opportunité de mettre des panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'église. Carrément sur l'église qui est classée. Il y a quand même l'église, elle fait quand même dans les, je sais pas, elle doit faire au moins dans les 800 mètres carrés. Enfin, c'est quand même un bâtiment assez imposant. Et même là, la BF, pareil, ils ont dit non, il faut gasser les ardoises sur le toit de la toiture de l'église. On ne veut pas de panneaux photovoltaïques aussi, quoi. D'accord. Vous reviendrez le trouver avec des tuiles Elon Musk là. Elles sont très discrètes. On ne sait pas comment elles marchent. On ne sait pas comment elles se raccordent. Il y a quelques années, ça n'était pas le cas. Pardon ? Il y a quelques années, ce n'était pas encore le cas. Maintenant, il faudra voir s'il y a des nouveaux produits qui permettront de répondre à ces critères. Est-ce que vous êtes un cas isolé ou est-ce qu'il y a d'autres de vos collègues agriculteurs qui ont essayé de faire la même chose ? Non, dans notre secteur, on en est plusieurs exploitants à avoir tenté des projets et voilà, par la contrainte administrative, ils ont abandonné tout simplement. Laurent Michel, qu'est-ce qu'on fait là ?
Je sais bien, c'est pas la DGEC et de toute façon, le ministère de la Culture n'est pas là aujourd'hui. Oui, non, mais je rappellerai que d'abord, sur les bâtiments, c'est entre 40 et 60% de projets agricoles, donc c'est pas interdit. Il y a effectivement, on a une question, c'est qu'on, j'ai dit, on a un certain nombre de critères à respecter: environnement, acceptabilité, appropriation locale. Les espèces protégées, dans certains cas, le travail avec la LPO l'a montré. Et il y a des endroits où c'est très simple, d'autres c'est très clairement non, puis d'autres, effectivement, il y a des voies à trouver et des discussions à avoir. La question est compliquée, et je crois, enfin, j'ajouterais quand même, à la fois personnellement, mais aussi dans le ministère que je représente, on est très content qu'il y ait des ABF en France pour avoir une vision globale du patrimoine. Et on sait aussi que, enfin, si personne n'était embêté par les ABF, ça serait très mauvais signe, c'est qu'ils ne font pas leur travail. Nonobstant, c'est pas simple, tant pour eux que pour les porteurs de projets, et pas que les porteurs de projets PV. C'est pas une question que les ABF n'aiment pas le PV ou les éoliennes. Donc c'est un sujet qu'on essaye d'aborder, entre autres depuis le groupe de travail solaire. On travaille avec le ministère de la Culture, et donc dans les guides et circulaires que j'ai évoqués tout à l'heure, tant pour le PV sur bâtiment que PV au sol, on aura des points spécifiques de recommandations et sur la manière de monter les projets et d'entamer les discussions. Et au-delà, on a aussi un groupe de travail avec des ABF, aussi des architectes des monuments historiques et des associations du patrimoine bâti comme la demeure historique et la provision pour montrer ce que c'est, échanger, et y compris sur les questions de technologies mieux intégrées ou mieux intégrables au patrimoine pour amorcer le dialogue. Donc je pense qu'il faut, pour finir, qu'on combine ce dialogue national qui un peu donne le ton pour aussi démystifier. L'ABF, il n'a pas de grandes dents, et le porteur de projet photovoltaïque non plus, qu'on lance, voilà, qu'il y a ce message, qu'on puisse se parler, qu'on donne des orientations, mais et aussi qu'on dise aux uns et aux autres, évidemment, de se parler au niveau local pour appréhender les contraintes, les impossibilités totales. De certaine manière, si l'ABF vous dit dès le début, c'est vraiment pas possible dans un site trop inscrit, trop classé et tout, c'est autant de temps pas perdu. Et à contrario, s'ils pensent que c'est jouable, il faut entamer un dialogue en ayant une chance raisonnable d'aller jusqu'au bout. C'est une démarche de dialogue et de lisibilité qu'il faut avoir. Après, il y aura sûrement des endroits où ça restera compliqué pour diverses raisons, et où d'autres, y compris avec les nouvelles technologies et les façons d'appréhender ceci, on arrivera à le faire en ajoutant après, il y a des appréciations toujours sur ces questions paysagères, patrimoine, qui sont parfois complexes, on va dire. Certains pourront juger qu'à tel endroit c'était faisable, ils l'ont fait, et dans une situation qui a l'air presque similaire, on n'y arrive pas. C'est une science exacte, mais un peu complexe. Enfin, on l'a vu on a plus d'expérience, on va dire, Jean-Louis Bal et d'autres, sur les éoliennes. On voit bien que dans certains cas, des démarches paysagères ont réussi à trouver un déploiement d'éoliennes, y compris dans des sites un peu remarquables. Et puis à d'autres endroits, ça ne s'est pas fait. Sur le PV, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir aussi développer, ce retour d'expérience, et comment on fait sur une diversité de sujets. En plus, centrale au sol, sur le bâti. Puis le bâti alsacien, il ne ressemble pas au bâti de Toulouse ou autre. Il n'y a sûrement pas une vérité très simple sur chaque projet. Et puis on le voit sur le salon aussi, une évolution des technos, du look des modules qui va peut-être permettre des choses. Il n'en reste pas moins que vous m'avez peut-être entendu dire jeudi dernier à Chantal Joanneau que j'avais eu un ABF dans une table ronde que j'animais qui a clos le débat en disant « La loi érige ma subjectivité en principe ». Circuler. C'est vrai, fait pas grand-chose avec ça. Non, mais ça, de toute façon, dans un jugement comme ça, il y a une part de subjectivité. Mais sa subjectivité, au moins pour ça, on est tous subjectifs, si je peux me... Moi, le premier, et vous sûrement, je pense. Hein, et nous tous, on est tous subjectifs, mais il faut que les subjectivités dialoguent. Vous noterez cette phrase, que quelqu'un la tweete, puisque en général... Quand je dis un truc, c'est tweeté. Quand je dis un truc sur les Marion colloques... Letry est au premier rang, et je pense que... Non, Elle est très bonne.
Une dernière question, Sébastien Richard. Vous êtes responsable du sujet foncier là, pour les jeunes agriculteurs. Donc, quelles sont vos préconisations quand vous échangez avec vos pairs? Vous leur dites, essaye d'abord tes toitures, surveille l'architecte des bâtiments de France, on vient d'en parler, et puis surtout évite le conflit d'usage. Comment vous discutez avec eux? Bah oui, au niveau de la profession, même de manière générale, avec la FNSEA, quand on échange sur le sujet, aujourd'hui, on veut vraiment mettre l'accent sur le photovoltaïque, sur les bâtiments, notamment les bâtiments agricoles, développer vraiment ce volet-là, parce qu'on a des surfaces, voilà, comme je l'ai dit, pu le dire avant, hein, de hangars qui sont quand même relativement importantes, qui sont déjà existantes, qu'on peut couvrir et qui peuvent être mise en place pour produire de l'énergie. Après, c'est vrai qu'on a aussi la problématique, comme ça a été dit avant, la problématique du raccordement, parce que des fois, dans certains cas, voilà, économiquement, c'est pas réalisable parce qu'il y a des prises en charge de coûts qui sont pour la personne qui veut mettre en place la centrale, de raccordement, d'efforts collectifs finalement pour se raccorder sur le réseau, et on arrive des fois à des projets, voilà, qui ne peuvent pas aboutir par rapport à ça, quoi. Et voilà. Et donc après, l'autre objectif qu'on a vraiment, c'est donc d'inciter à ce qu'on ait des centrales photovoltaïques sur des bâtiments, principalement. Après aussi également sur les parkings, les bâtiments, voilà, tout le foncier qui est mobilisable sans avoir un impact sur les terres agricoles. Parce qu'il faut aussi le dire que nous, les agriculteurs, on est des producteurs aussi d'énergie, mais d'énergie alimentaire qui nous sert tous les jours, 3 fois par jour. Donc voilà, il faut trouver un bon équilibre entre tout ça. Et puis d'un autre côté, voilà, il faut qu'on arrive à avancer et à collaborer ensemble. Et puis après, sur les projets qui peuvent être des fois un peu innovants, qui peuvent être différents, on voit qu'il y a des possibilités de faire des choses, mais il faut qu'on lance des expérimentations avant d'arriver sur un déploiement qui pourrait être assez important sur des zonages agricoles. Il peut y avoir peut-être des choses complémentaires entre une centrale photovoltaïque et puis une serre, comme ça a pu être évoqué. Mais il faut qu'on montre derrière qu'il y a réellement une activité agricole qui est possible, qui est réalisable et qui est économiquement viable. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire. Des serres à rien. Il y a eu des serres avec rien en dessous. Comment ? Il y a eu des serres à rien. Oui, voilà, il y a des serres. On a eu un exemple, notamment dans l'Hérault, où il y a eu 17 hectares de serres photovoltaïques qui ont été mises en place, et là, il n'y a plus de production agricole aujourd'hui. Donc, c'est des problématiques. On nous vend des fois des choses qui sont un peu belles sur le papier, mais qui, au final, dans la réalisation, ne le sont pas. Et là, je pense vraiment qu'on a besoin de faire un répertoire de toutes les bonnes innovations ou bonnes expériences, celles qui marchent, celles qui réussissent, et qui montrent qu'on peut avoir une complémentarité entre les deux productions, agricoles et photovoltaïques. Vous pensez à de l'agrivoltaïsme aussi? Il y a quelques expérimentations en cours là. Effectivement, c'est un peu à ça qu'on pense aussi, mais de voir comment on peut les faire, et puis d'avoir quelque chose, un document qui soit rédigé, qui nous permette d'avoir des références, et puis pour que le jour où on est des porteurs de projets, on sache les orienter aussi vers ces personnes-là, quoi. Donc, mais ça, je pense que ça sera dans un futur plus lointain. La priorité, elle reste bien sur les hangars en premier. Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas ce que vous faites le dimanche 24 février après-midi, mais le CER organise avec la FNSEA sur le CIMA, Salon de l'agriculture et du machinisme agricole, Salon international du machinisme agricole, 3 ateliers. Les agriculteurs parlent aux agriculteurs sur le photovoltaïque, l'éolien, la méthanisation. Ce serait un bon témoignage, hein. Vous êtes vraiment invité par le CER. J'aurai le plaisir d'animer. Je pourrais vous poser 2-3 questions, là, n'hésitons pas. Voyons un peu ce qui se passe dans les régions ultramarines, puisqu'on a le président de la commission RUM avec nous. Donc, ça y est, il y a une PPE dans les régions, enfin dans les DOM, c'est publié. Oui, vous avez aimé les épisodes de la PPE métropolitaine, vous allez adorer la PPE ultramarine. Non, il n'y a pas de PPE, enfin il y a une PPE, mais qui est en cours de révision pour la période 2018-2023 et en cours d'élaboration pour l'objectif 2028. Mais avant la PPE, il y a surtout une loi de transition énergétique qui a un objectif concernant les Outre-mer qui est très ambitieux, mais très intéressant pour le photovoltaïque en particulier. C'est l'autonomie énergétique des territoires en 2030. Et on parle bien d'autonomie, et on parle bien d'énergie, c'est-à-dire pas uniquement d'électricité. Si vous relevez que actuellement ces territoires sont dépendants entre 85 et 95%
pour aller à zéro en un peu plus de 10 ans. On a une trajectoire extrêmement ambitieuse et intéressante à parcourir. D'ailleurs, j'ai bien aimé le petit graphique Rovalaire qui montre donc une baisse des consommations et une montée des énergies renouvelables pour arriver à une quasi-autonomie en 2050, si j'ai bien compris. C'est juste le graphique que je n'ai jamais vu en Outre-mer. C'est-à-dire qu'en gros, la problématique et mon insatisfaction chronique sur les PPE Outre-mer, c'est que le travail de fond qui consiste à dire ok, j'ai un objectif qui est fixé par la loi, comment j'y vais, qu'est-ce que ça veut dire en termes de consommation, qu'est-ce que ça veut dire en termes de production, d'électricité, mais aussi de consommation sur tous les autres usages, et en particulier le transport, qui représente autour de 50%, suivant les territoires, de la consommation d'énergie. Comment on fait et quels moyens on met en face. Ces débats-là, malheureusement, on ne les a pas vraiment ou pas suffisamment. Et ça m'amène à relever un petit sujet qui est un peu spécifique aux Outre-mer, qui est la gouvernance énergétique en Outre-mer, où on a des acteurs. Il y a l'État, bien sûr, d'ailleurs au niveau parisien, au niveau local. On a les régions qui ont pour certaines une habilitation énergie. On a EDF, bien entendu, qui joue un rôle important sur l'aspect réseau, mais qui est encore dans une structuration que l'on connaissait en métropole il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire c'est le seul opérateur structuré et c'est le seul qui vend des kilowattheures. On a bien sûr tous les acteurs de la société civile, mais ce petit monde a du mal à parler, à construire collectivement, et donc on a un bateau un peu ivre concernant la PPE, et je défie quiconque de donner une date de vote des assemblées et d'arrêter sur les PPE en Outre-mer, mais ça sera pour les meilleurs territoires en toute fin d'année, mais probablement plutôt 2020. Ce qui nous met dans une situation difficile concernant les volumes de photovoltaïque, par exemple, puisque Monsieur le directeur nous a confirmé qu'il y avait une ambition d'aller vite sur les appels d'offres photovoltaïques en Outre-mer, ce qui est très bien, sauf que les appels d'offres sont contraints par les volumes inscrits dans les PPE. Et ça, c'est un vrai sujet. Et là-dessus, on est très, très, très loin du compte. Avec ou sans stockage dans les DOM? Bien sûr, avec stockage. Ça, c'est la base aujourd'hui. Si on veut aller vers ces niveaux de production qui visent l'autonomie, il faut bien sûr des énergies ou des puissances garanties, et ça passe pour le photovoltaïque et l'éolien, énergie plutôt variable et parfois intermittente. Ça passe bien sûr par du stockage. Je rappelle que les Outre-mer sont quand même des territoires d'innovation, sont des territoires précurseurs dans ces histoires d'énergie et d'énergie renouvelable en particulier. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait tourner des installations avec stockage en éolien et en PV. Et pour avoir visité une batterie EDF à Saint-Leu il y a 15 jours, aujourd'hui j'ai la conviction absolue que EDF a vu tout l'intérêt du système. C'est peut-être pas nouveau, mais j'ai même compris dans les discours qu'il y a un intérêt, mais il y a aussi une maîtrise de l'outil qui montre que ça résout un certain nombre de problèmes de services réseau, de stabilité des réseaux, de tenue en fréquence. Et donc la génération des batteries me semble une évidence absolue. Est-ce qu'il y a une grosse différence dans les régions ultramarines avec ou sans péréquation? Vous pouvez me refaire la question? Il y a des régions ultramarines comme par exemple les DOM, et puis il y a aussi Polynésie. Est-ce que le photovoltaïque oui, alors là développe effectivement, beaucoup moi mieux? je raisonnais sur les ZNI qui sont à péréquation. Les territoires qui n'ont pas la péréquation, la première différence, c'est qu'ils payent l'énergie au vrai prix, qui est juste 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher. Alors, ça dépend où on va se placer. Donc il y a une... La conséquence première, c'est qu'effectivement, les politiques raisonnent probablement un peu différemment parce qu'ils voient le vrai coût. Et c'est vrai que dans les zones à péréquation, ils ne le perçoivent pas forcément. Il y a une autre incidence, c'est sur l'autoconsommation, où développer l'autoconsommation dans des territoires où il n'y a pas de signal prix
c'est quand même une grosse difficulté. Et je dirais même que le particulier n'a pas vraiment intérêt à se préoccuper d'autoconsommation, encore qu'il paye l'énergie quand même à un certain prix, et puis il y a des heures de pointe, et puis bon. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de péréquation, le photovoltaïque prend toute sa place et très vite, quoi. Un mot sur la Corse, c'est une région ultramarine aussi. La Corse est une région ultramarine au sens de l'électrique, donc c'est un ZNI, encore que elle est un peu interconnectée. C'est un territoire qui n'est pas très loin de chez nous et donc qui est différent de ce qu'on peut rencontrer en Caraïbes ou dans l'océan Indien. D'ailleurs, quand on fait des appels d'offres et qu'on ne les régionalise pas, ça devient ingérable. Donc merci pour la régionalisation. C'était vraiment un élément essentiel de développement des ENR et du photovoltaïque. Non, la Corse, mais je ne sais pas si c'est une perche qui m'est tendue, mais la Corse, comme la Guyane, comme d'autres territoires, sont confrontés à une problématique de choix. Doit-on investir uniquement, exclusivement dans du renouvelable ou doit-on investir aussi dans des énergies fossiles parce qu'on a des problématiques particulières? Et si je parle de ces deux territoires, la Corse, il y a un projet de gazoduc pour lequel on peut s'interroger sur l'intérêt à moyen et long terme. Et en Guyane, on a un projet de centrale diesel qui fait débat, où là aussi, on peut se dire, mais si on est à 100% renouvelable en 2030, quel intérêt d'investir aujourd'hui dans des outils qui sont quand même coûteux? Donc là, il y a un vrai choix, je dirais, très philosophique et environnemental sur est-ce qu'on arrête purement et simplement tout investissement dans les fossiles. Donc voilà les interrogations. Moi, j'aimerais quand même saisir la présence de notre directeur général d'énergie pour deux, trois demandes et du climat. Mais là, je parle d'énergie. Assis à la droite. Et en photovoltaïque. On a quelques soucis spécifiques en Outre-mer. Donc, c'est autoconsommation. Il faut qu'on invente des dispositifs qui intégreraient de manière plus ou moins indirecte le vrai coût de l'énergie et donc qui faciliterait les projets. On a aussi une problématique qui est un système tarifaire pour aller dans des puissances jusqu'à 500 kW par exemple, parce que les appels d'offres restent quand même des outils compliqués. En plus, on n'a pas de visibilité jusqu'à présent sur les appels d'offres, on n'a pas de cadencement, donc pour les entreprises, il est important d'avoir un espèce de réservoir de projets liés au guichet ouvert. On a une problématique, alors c'est plus tout à fait le directeur de l'énergie, mais une problématique très spécifique aux Outre-mer, c'est commune littorale quasiment à 100% ou commune montagne, donc loi littorale. Et donc photovoltaïque comme éolien, c'est toujours un peu compliqué, enfin surtout le photovoltaïque d'ailleurs. Et là aussi, j'étais à La Réunion il y a quelques temps. Quand on voit une décharge qui est sur une plage et depuis quelques dizaines d'années, on pousse les ordures dans la mer ou quasiment. Et quand on veut faire une centrale photovoltaïque sur cette même décharge, on n'a pas le droit. On se dit, mais où est le bon sens commun? Donc là, il y a des problématiques spécifiques aux communes littorales qui sont quand même à traiter. On a un petit sujet de raccordement, là aussi, où les raccordements vont devenir non pas un vrai problème, mais il faut qu'il y ait un vrai travail sur les S3 RENR ou l'équivalent des S3 RENR. Aujourd'hui, ce travail, ça rejoint ma gouvernance de tout à l'heure, mais ce travail, il n'est pas totalement engagé ou il n'est pas bien engagé. Donc là, il y a vraiment des choses à faire. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Si on pouvait mettre ça dans des cases, on aurait fait un pas en avant, mais c'est des choses qu'on avait demandées dans les groupes de travail photovoltaïques. Laurent Michel, petite réaction par rapport, sans répondre sur tous les points. Je suis désolé, je vais être obligé de vous quitter, mais j'ai quand même essayé de répondre. J'ai un train à 4h30 au centre de Lyon, donc il faut quand même que j'y aille. Alimenté par l'énergie solaire, donc vous me pardonnerez, il est électrique. Bon, plusieurs sujets. On a effectivement sur l'autoconsommation à intégrer de manière indirecte ou dans les critères de jugement, effectivement, cette question du vrai prix ou du coût évité finalement, parce que si on raisonne par rapport simplement au prix péréqué, il y a certaines économies, mais alors si on raisonne au coût de production, il y en a plus, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait quand on raisonne sur le solaire plus PV,
il est cher si on le compare au tarif péréqué, mais si on le compare au coût de production, au total dans les DOM, il est plutôt moins cher, ce qui permet justement les intérêts. Et donc, effectivement, dans les décisions des groupes de travail solaire, il y a l'idée, et on va le faire, il faut les faire tous en même temps, c'est pas très simple, hein, des cadres et des appels d'offres autoconsommation ZNI qui, de facto, dans les critères de jugement, ne seront pas les mêmes que ceux de métropole pour tenir compte de l'intérêt pour le système électrique et in fine la puissance publique, parce qu'on le paye par la péréquation ou par le soutien aux ENR, c'est le contribuable collectif qui le paye. Donc il faut qu'on trouve les moyens, mais ça existe. Enfin, il y a aussi des actions de maîtrise de demande de l'électricité dans les DOM qui peuvent être financées, ou enfin les ZNI même, financées justement par les budgets de transition énergétique si ces investissements économisent de l'électricité et in fine ensuite des coûts de péréquation. Donc on doit pouvoir trouver quelque chose. On a effectivement aussi ces questions qui avaient été évoquées entre autres lors de la loi Elan, mais pas que d'ailleurs pour les DOM, mais aussi pour les communes littorales classiques, des difficultés de conjuguer le respect de la loi littorale qui est extrêmement importante et dont on le sait, je vous l'ai déjà dit, que des tas de gens veulent y toucher, mais pas pour la bonne cause, et comment trouver un moyen d'intégrer des assouplissements là où il n'y a pas d'autres solutions. Et c'est vrai que les territoires des îles, eux, peuvent être totalement couverts par la loi littorale, et ça rend, surtout entre autres les îles d'outre-mer, en plus un foncier assez petit. Donc, il y a une question là qui n'est pas très simple. Je ne sais pas quels étaient les autres les plus. Enfin, il y a un certain nombre de. Et si S3RNR, il existe aussi, mais le concept est même. Il y a eu des textes les adaptant, et y compris, je crois, plafonnant le niveau des quotes-parts de raccordement des ENR en outre-mer au maximum qu'on peut trouver en métropole continentale. Là aussi, il faut tenir compte du fait que tout y est plus cher et qu'il faut donc finalement remettre un coût d'aide supplémentaire sur le raccordement. Et puis dans la dynamique spécifique de changement du système des S3RENR et de calcul des quotes-parts, le texte s'appliquera aussi en outre-mer et permettra de les réviser et d'avoir ces nouvelles quotes-parts, sachant qu'on a effectivement... C'est toujours compliqué. Le raccordement, on conçoit bien qu'il est cher pour les projets éoliens, ENR, mais en même temps, il existe. Ce coût, il existe. Il ne va pas disparaître de manière magique. Donc, ça renvoie aussi à la planification, voire, Madame l'avait dit, sur un endroit, s'il y a un endroit où c'est plus simple de se raccorder, c'est peut-être là qu'on peut commencer à faire les projets. Mais ça renvoie aussi à une planification des réseaux qui doivent prévoir qu'on investit un peu différemment en renforcement de capacité d'accueil. En même temps, il y a sûrement des voies, on a pas mal d'argent investi dans les réseaux et peut-être pas les mêmes besoins que dans les années 80-90 de lignes de transport, etc. Bon. Et en même temps, il est important qu'il reste un signal prix pour que les projets intègrent dans leur positionnement ces coûts de raccordement, même si, je rappelle, effectivement, on a réintégré avec la loi de transition énergétique la réfaction de 40% sur au moins une grande partie des projets de petite et moyenne taille. Donc voilà, le sujet raccordement aussi est à voir. Et pour finir, que finalement on a mis en chantier, c'était à peine écrite pour certaines, voire à peine publiées, les révisions des PPE outre-mer dans une gouvernance définie par la loi et complexe, entre une co-compétence d'élaboration entre l'État et le responsable de la collectivité régionale unique, parfois ça s'appelle collectivité unique ou conseil régional. Le chemin sera sûrement long pour une autonomie énergétique totale, dans une loi très très ambitieuse, mais ce n'est pas une raison pour ne pas tracer quelque chose d'un peu plus long terme et ambitieux que ce qu'on avait pu faire dans les premières qui ont été faites un peu pour lancer le mouvement. La ligne de 30% qui est passée à 32% maximum d'injection de renouvelables sur le réseau, elle peut encore bouger ? C'est une ligne qui, effectivement, sur chaque territoire peut et va bouger. Et on a à la fois la vision globale du réseau, sa flexibilité, y compris de stockage centralisé que la CRE demande d'étudier, qui permet globalement de lever cette limite,
mais aussi l'intérêt du stockage décentralisé, y compris éventuellement avec d'autres fonctionnalités que d'accueillir des ENR, mais aussi de livrer de l'électricité aux véhicules électriques. On peut combiner la hausse de ce seuil de déconnexion, le mouvement a commencé, avec aussi le stockage décentralisé par les énergies. On va voir finalement petit à petit tout ça se caler et évoluer vers la levée de cette contrainte. Je crois qu'on a déjà bougé et ça va continuer. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir participé à cette première table ronde.